D'expérience, nous, Congolais, savons qu'il n'y a pas de défi qui ne puisse être relevé. Pour peu qu'il y ait de la volonté, de la méthode et de la détermination. Vous savez tous où en était mon pays il y a à peine 13 ans. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout. Un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour davantage. Il faut changer cette donne. Aimons nos vivants et reconnaissons aux vivants leur mérite. Joseph Kabila, les fondateurs de l'espoir congolais, les bâtisseurs d'un pays trouvé en piteux état. Il est généralement des coutumes de reconnaître les mérites à un homme après sa mort. À ces sujets, François Mitterrand, un ancien président français, déclarait ce qui suit. Pour une certaine opinion, un bon président est un ancien président et un meilleur président est celui qui est décédé. Laurent Désiré Kabila, président de la République. Les cas de la Gambie qui organisent des manifestations pour réclamer les retours d'un président qu'ils ont pourtant contraint à l'exil suffit pour valider notre argument. Depuis les années 90, la République démocratique du Congo, alors République du Zaïre, était plongée dans une profonde crise qui touchait tous les secteurs vitaux. Bref, plus rien ne marchait dans ces pays où toute la population était pourtant devenue millionnaire. Même les pains s'achetaient en millions. Les taux d'inflation augmentaient tous les jours à un rythme vertigineux de 4725% l'an entre 1990 et 1994 pour atteindre la pointe des 10 000% après cette date. Sur les plans politiques, l'instabilité était devenue la norme au point d'atteindre les dédoublements de l'ordre institutionnel. De 1990 à 1992, plus de 6 premiers ministres se sont succédés sans que la solution de partage de pouvoir ne soit trouvée. La conférence nationale, puis la conférence nationale souveraine, convoquée par le feu président Mobutu, au lieu de s'attarder sur les solutions des sorties de crise, était plutôt devenue un cadre pour les règlements des comptes. Avec les événements survenus au Rwanda le 6 avril 1994, les pays qui étaient déjà plongés en crise l'a accentué sous les injonctions de la communauté internationale qui a influé auprès du président Mobutu pour accueillir plus de 1 800 000 Rwandais sur notre sol, venus avec leurs familles, bétail et même en important des instruments de l'État. Pire, nombreux dans leur rang, comptés parmi les Iteramoué, étaient armés. La confusion était à son comble. Selon les HCR, ces réfugiés vivaient dans les conditions d'hygiène défavorables à toute possibilité de conserver la vie. La première semaine, on avait déjà enregistré la mort de plus de 10 000 Rwandais. Ainsi vont-ils chercher plus d'espace pour survivre dans notre territoire en se livrant à l'abattage des arbres, à l'exploitation illicite de nos minéraux et à tuer les animaux, même des espèces protégées. Exaspérés, les députés zaïrois en 1996, Kanté et sous la conduite du cardinal Laurent Monsengo, ont voté une résolution qui parlait des retours immédiats et inconditionnels dans leur pays de ces réfugiés indésirables. Mais les HCR parlaient de son côté du retour sur la base des volontariats. Le feu président Mobutu, qui avait promis la tenue des élections au secrétaire général de l'ONU en 1996, a pris parti en faveur du HCR. Et ces rapatriements n'aura finalement jamais lieu. Sur ces entrées faites est née la révolution de l'AFDL, saluée par l'ensemble du peuple congolais. Un homme, connu sommairement par la génération, prend la tête de la révolution. Il s'agit de Laurent Désiré Kabila, les rares à ne jamais s'être compromis avec le feu président Mobutu. Le 17 mai 1997, après un règne sans partage du feu président Mobutu pendant 32 ans, soit un peu plus 11 680 jours, la révolution a eu raison sur la tyrannie. Le peuple a gagné. Mais le 2 août 1998, soit après 441 jours plus tard, à un moment où le feu Laurent Désiré Kabila
président de la République, a lancé une mobilisation à l'unité nationale pour sauver la terre de nos ancêtres. Une nouvelle rébellion éclate. Les pays gardent encore les marques. Plus de 40% de notre territoire national occupé par les forces rebelles, assassinant des Laurent Désiré Kabila. Le 18 janvier, Laurent Kabila est assassiné. Son fils, Joseph Kabila, remplace alors son père. Il effectue encore aujourd'hui son deuxième mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. 4 ans plus tard, mettant notre économie par terre, pays sans constitution, voilà la situation qui hérite l'ex-président de la République, Joseph Kabila, un casse-tête. Je tiens à affirmer que je consacrerai toutes mes forces à ce que ce beau et grand pays retrouve la paix et l'unité. Prend solennellement l'engagement de rebâtir le pays au stade de martyr de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un symbole qui fait penser à nos martyrs tués dans ces lieux pour leur engagement à la patrie. Selon les termes de ce discours, le président Joseph Kabila s'engage à pacifier le pays, à relancer notre économie, à stabiliser notre situation politique. Quel contexte ? 1. Plus de la moitié de la République démocratique du Congo était occupée par plusieurs rébellions. À titre d'exemple, il faudra passer par Nairobi, canton Kinshasa, pour se rendre à Goma, une province pourtant située à 2 heures de Kinshasa à vol d'oiseau. Pareil pour Gemena ou Badolite, où il fallait passer par la République centrafricaine. 2. Sur le plan économique, la Gécamine, qui était longtemps considérée comme le poumon de notre économie, était au bord de la faillite. Cette entreprise, qui contribuait avec plus de 70% des recettes d'exportation, et qui produisait plus de 400 millions de tonnes l'an dans les années 80, a vu sa production baisser à 17 000 tonnes l'an vers les années 90. Et pour résister, elle était contrainte à recourir à des joint ventures, d'où l'avènement de contrats léonins. En 2001, selon une étude réalisée, le coût d'investissement pour relancer l'unité de la Gécamine était évalué à 1,3 milliard de dollars, alors que le budget du pays n'était que de 350 millions de dollars. Un véritable casse-tête. Mais il fallait faire avec, et l'ex-président Joseph Kabila est resté imperturbable pour mettre notre économie sur le rail. À ce sujet, il est important de revenir sur les conclusions du rapport de la Banque mondiale sur notre pays de 1997, soit quelques mois seulement après la prise de pouvoir de l'AFDEL. Au terme de ce rapport, les effets négatifs observés sous la Deuxième République a retardé le développement économique de notre pays au moins d'un demi-siècle. À cette conclusion des experts de la Banque mondiale, il convient d'ajouter les années de la rébellion. Ce qu'a pu réaliser Joseph Kabila relève donc d'un miracle. Sur le plan politique, la division rongeait la classe politique, les pays ne disposaient pas d'une constitution, l'administration publique à l'état d'abandon, les caisses de l'État confondues avec les poches des individus, bref, rien qui pouvait laisser espérer les Congolais à 2 jours meilleurs. 4. L'armée de son côté avait de très sérieux problèmes. Les généraux de l'ex-phase en fuite, dont certains dans la rébellion, les anciens militaires cantonnés à Kitona, le temps de leur trouver de nouvelles unités. Un pays en crise qui ne permettait pas de mettre de gros moyens dans les équipements militaires. Des réformes à engager alors que l'on est en guerre. Nous pouvons dire que la force des frappes qu'a notre armée aujourd'hui mérite que l'action héroïque de Joseph Kabila dans notre pays mérite très sincèrement des applaudissements par l'ensemble de la population. Pour ce qui est des infrastructures routières, pour un pays qui s'étend sur 2 345 410 km², nous ne disposions que de 145 000 km de routes, dont 20 700 km de routes nationales, 20 200 km de routes régionales prioritaires et 2 200 km de routes bitumées. Les tout en piteux état. À titre d'exemple, il fallait plus d'1 mois en période de pluie pour faire les trajets Kinshasa-Kikwit,
long de 650 km et plus d'une semaine pour les trajets Kinshasa-Matadi, long de 365 km. Inutile de s'étendre sur d'autres secteurs. Les pays hérités par Joseph Kabila en 2001 ne méritaient pas d'être appelés États. Si pour parler d'un État, il faut 3 éléments traditionnels, notamment les territoires, pouvoir politique qui dirige et la population, quelle était la situation en 2001? Territoire. À peine 47% étaient sous contrôle. Pouvoir politique non issu des élections et population dont la majorité n'était pas dirigée par le pouvoir de Kinshasa, la RDC remplissait les conditions d'un non-État en 2001. Et quelle est sa situation aujourd'hui? Voici quelques faits à mettre sur les comptes de l'ex-président Joseph Kabila. Primo, les pays étaient sans constitution en 2001 et est doté d'une constitution et quasiment toutes les institutions organes prévus dans la constitution ont été créées, à savoir les conseils d'État, la Cour constitutionnelle, la CENI, les CESAC, la Cour suprême de justice, les unités de la police nationale et de l'armée, les institutions politiques nationales et provinciales, la conférence des gouverneurs, la liste est loin d'être exhaustive. Secundo, plusieurs kilomètres de nouvelles routes ont été construites, des kilomètres des anciennes routes réhabilitées, agrandies et modernisées, des nouveaux ponts construits, des anciens ponts réhabilités, modernisés et agrandis, permettant de réduire la durée Kinshasa-Kikwit en 7 heures au lieu de plus d'un mois. Matadi-Kinshasa en 5 heures au lieu de plus de 7 jours. Côté infrastructure, quasiment toutes les routes d'intérêt national ont bénéficié de la touche de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Tertio, l'administration publique a connu de grandes réformes qui ont conduit même à la bancarisation de la paie des fonctionnaires. Les secrétaires généraux travaillent désormais dans les meilleures conditions et la prise en charge des fonctionnaires par plusieurs mesures est de plus en plus considérée. Quarto, le taux de prévalence en électricité est passé de 6 à 18% selon les derniers chiffres que nous avons consultés, soit un bond de plus de 13%. En d'autres termes, plusieurs coins de la République qui étaient dans les noirs se sont vus être électrifiés sous l'ex-président Joseph Kabila. Quinto, le taux de dessert en eau potable a augmenté de façon intéressante, passant de moins de 10% en 2001 à plus de 46% en 2018. Sixto, les soins de santé pris comme un chantier à part entière peut aussi se vanter de grandes choses. Des hôpitaux de référence ont été construits et certains anciens hôpitaux réhabilités. Le taux de prévalence est passé de 5% en 1996 à plus de 50% aujourd'hui. Plus de 458 instituts médico-légaux réhabilités, des centres de santé construits et réhabilités sur l'ensemble des territoires nationaux. La liste ici n'est pas exhaustive. Tous ces différents éléments évoqués et ceux non pris en compte dans cet élément traduisent l'expression du profond changement porté par Joseph Kabila. L'espoir que tout cela suscite, c'est notamment les acquis laissés par Joseph Kabila au profit de son successeur Félix Tshisekedi. Relevons-en quelques-uns. 1. Il lui laisse plusieurs projets en cours de réalisation et pour certains, les financements pour leur matérialisation. 2. Il lui laisse le code des assurances, un facteur générateur de ressources pour notre pays. 3. Il lui laisse une armée requinquée, fortement équipée et très professionnelle, considérée désormais comme la 9e armée de l'Afrique subsaharienne. 4. Il lui laisse des réserves à la Banque centrale et une économie stable, marquée par une bonne maîtrise du taux d'échange. 5. Il lui laisse les nouveaux codes miniers, une véritable révolution sur la contribution de nos minerais dans notre économie réelle. 6. Il lui laisse une police formée et disciplinée, prête à agir en temps réel pour assurer notre paix sociale. 7. Il lui laisse des réformes à parachever dans l'administration publique et les services de l'État. 8. Il lui laisse la compagnie Congo Airways avec une flotte qui vole déjà à l'international. 9. Il lui laisse les conditions favorables à la gratuité de l'enseignement primaire de base, un projet entamé par l'ex-président Joseph Kabila. 10. Que dire de plus? Parler des infrastructures, de la télécommunication, de la privatisation de certains services publics pour un meilleur rendement? Parler de ci, parler de ça? Du pays pauvre très endetté en 2001, il a rendu un pays avec faible niveau de dette extérieure. Quand l'on vient en RDC et que l'on admire ce pays avec souci de s'y implanter, il faut penser à l'ex-président Joseph Kabila. Il a posé plusieurs fondations à charge au président Félix Tshisekedi de poursuivre son œuvre.
Joseph Kabila, tel qu'il faut percevoir ses actions à la tête de notre pays de 2001 à 2019. Aucun élément retraçant son parcours ne saurait jamais révéler toutes ses réalisations. La liste est tout simplement impressionnante. Si en théorie, les défis est énorme, concrètement sa taille est engloutie par la série des paris gagnés par Joseph Kabila Kabange, capitaine vers les développements et la modernité. Tel il avait promis. Les Congos d'avant ne ressemblent plus qu'à un souvenir, tel une page tournée. La vision de Joseph Kabila Kabange de la révolution de la modernité du Congo, c'est d'imprimer dans la conscience des Congolais un mode de pensée, d'agir et un état d'esprit. C'est là